Alors Benjamin, ton Bitcoin, c'est toujours une arnaque? On a tous entendu cette phrase, ou une variante, lors d'un repas en famille. Et avec les fêtes de fin d'année qui sont sur le point d'arriver, eh ben on s'attend à l'entendre à nouveau. Mais voilà, répondre à ce genre de poncif n'est pas toujours évident. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner tous les arguments pour le faire efficacement et de manière pédagogique. Que ce soit sur les clichés, sur l'impact écologique de Bitcoin ou son utilisation prétendument criminelle, on va déconstruire ces idées reçues une par une. Alors, si vous voulez être prêt pour répondre aux fameux spécialistes de Bitcoin de votre table de Noël, restez jusqu'au bout, vous n'aurez plus jamais à esquiver la conversation. Juste avant ça, pensez à vous abonner, mettre la cloche, sachez qu'on vous prépare du très lourd début janvier. Et on commence tout de suite avec le premier cliché, c'est peut-être l'un des arguments les plus populaires lorsqu'on parle de Bitcoin. Bitcoin est un désastre pour la planète. Ça consomme trop d'énergie, c'est irresponsable. Alors, c'est une affirmation qui est souvent répétée, mais qui est rarement étayée par des arguments. Alors, on va remettre les choses en perspective. Oui, Bitcoin consomme de l'énergie. Selon les estimations, le réseau Bitcoin consomme environ 100 TWh par an, soit l'équivalent de la consommation énergétique d'un pays comme la Norvège. Alors, ce chiffre peut paraître impressionnant, mais il ne raconte pas toute l'histoire. Alors, la consommation énergétique de Bitcoin, elle est souvent en fait mal comprise. Et pour bien évaluer l'impact écologique de Bitcoin, il faut en fait tout simplement la comparer. Bitcoin ne se limite pas à être un simple réseau de paiement, il s'agit d'un système monétaire complet. Il regroupe un réseau de paiement, une unité de compte, mais aussi une infrastructure permettant à chaque utilisateur de gérer ses propres fonds en toute autonomie. Un exemple qui est souvent utilisé, c'est celui de Visa, qui est souvent comparé à Bitcoin, et qui est exclusivement un circuit de paiement. Ce n'est pas une comparaison honnête. Bitcoin, lui, va fournir une infrastructure monétaire mondiale, décentralisée, transparente, mais aussi résistante à la censure. Ce système va permettre à des millions de personnes d'échanger de la valeur sans aucun intermédiaire. Et contrairement à une idée bien répandue, son activité ne dépend pas du nombre de transactions effectuées sur le réseau. C'est faux. L'énergie dépensée sert exclusivement à sécuriser le réseau via le processus de minage, pas à traiter les transactions. Alors oui, un bloc rempli de transactions va consommer autant d'énergie en fait qu'un bloc vide, tout simplement. Alors, tant qu'on parle d'énergie, on va en parler un peu parce que déjà, une grande partie de cette énergie provient des sources renouvelables. Selon le Bitcoin Mining Council, on parle de près de 60% de l'énergie utilisée par les mineurs qui vient de l'éolien, de l'hydraulique, du solaire ou d'autres sources, mais toujours renouvelables. Mais alors, pourquoi les mineurs se tournent vers des énergies renouvelables? Et bien en fait, tout simplement parce que contrairement aux énergies carbonées, les énergies renouvelables, elles sont intermittentes et elles produisent parfois plus d'énergie que nécessaire. Ce surplus est souvent perdu faute de moyens pour le stocker et c'est à ce moment-là que les mineurs, en fait, ils vont rentrer en jeu. En fait, ils vont transformer cette énergie inutilisée en une ressource productive. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, que les mineurs de Bitcoin viennent en fait se placer à proximité de ces sources pour utiliser cette énergie qui est inutilisée. Et en fait, dans certaines zones géographiques, l'électricité produite, elle va dépasser la demande locale. Prenons l'exemple du Texas. Là-bas, le Bitcoin joue un rôle clé dans la stabilité du réseau électrique, tout simplement grâce à un mécanisme appelé le mécanisme de réponse à la demande. Alors en fait, quand la demande en électricité est faible, les mineurs utilisent les surplus énergétiques pour éviter le gaspillage. Et à l'inverse, lorsque le réseau est sous tension, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin, et les mineurs, eux, vont réduire leur utilisation pour libérer de l'énergie au profit des foyers et des entreprises. Alors cette capacité d'adaptation des mineurs est rendue possible par la décentralisation du réseau Bitcoin. Si une ferme de minage réduit ou cesse ses activités, d'autres fermes qui peuvent être situées dans d'autres régions du monde vont en fait prendre le relais sans interrompre le fonctionnement du réseau. Prenons un autre exemple concret, celui en fait du torchage. C'est un processus où du méthane, un gaz à effet de serre 80 fois plus polluant que le CO2, est brûlé tout simplement pour être transformé en dioxyde de carbone avant d'être relâché dans l'atmosphère. Et bien en fait, les mineurs de Bitcoin, ils vont s'installer près de ces sites et ils vont utiliser ce méthane pour leur activité de minage. Résultat, ils vont réduire les émissions de méthane tout en contribuant à la décentralisation et aussi à la sécurisation du réseau Bitcoin. Alors, quand on vous parlera de l'impact énergétique de Bitcoin, vous pourrez répondre calmement, oui, Bitcoin consomme de l'énergie, mais cette énergie est souvent renouvelable ou issue de surplus inutilisés. Et contrairement à d'autres industries, cette consommation, elle va permettre de fournir un système monétaire mondial et aussi décentralisé. C'est des poncifs que vous avez probablement déjà rencontrés. Dites-nous en commentaire comment vous répondez à ces poncifs-là.
Bitcoin, c'est une bulle qui va probablement s'effondrer. Alors cette remarque, elle revient souvent et elle n'est pas dénuée d'un certain fond de vérité, il faut se l'avouer. Bitcoin a connu des périodes de forte hausse suivies de baisses brutales. Ce que beaucoup appellent une bulle est en réalité un phénomène naturel que l'on appelle des cycles. Tout simplement. Depuis sa création, Bitcoin a traversé plusieurs phases de croissance qui étaient rapides, voire très rapides, suivies de corrections importantes et donc parfois très importantes. Mais ce qui distingue en fait Bitcoin, c'est sa capacité à rebondir après chaque correction. Chaque crash a été suivi par de nouveaux sommets historiques. Prenons l'exemple de la bulle Internet des années 2000. Et beaucoup d'entreprises technologiques, elles ont disparu, mais des géants comme Google, Amazon, eBay, eux, ils ont survécu et ils ont façonné le monde numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bitcoin suit en fait une logique similaire. Les excès spéculatifs font de bruit, mais la technologie et son intérêt sociétal, en fait, elles continuent d'évoluer en silence. Pour comprendre pourquoi Bitcoin n'est pas une bulle classique, il faut en fait s'intéresser à ses fondamentaux. On a une offre limitée, seulement 21 millions de Bitcoins seront jamais créés, jamais un seul de plus. La décentralisation, Bitcoin ne dépend d'aucune autorité centrale. La résistance à la censure, Bitcoin permet de transférer de la valeur de n'importe qui à n'importe qui sans aucun intermédiaire. Et enfin, la transparence et la sécurité. Chaque transaction, en fait, elle est inscrite sur un réseau public distribué et aussi immuable, la blockchain. Ces caractéristiques, elles attirent aussi bien des investisseurs particuliers que des institutions et même des pays. Aujourd'hui, Bitcoin est devenu une monnaie légale, par exemple au Salvador, et récemment, un petit royaume comme le Bhoutan a révélé avoir accumulé plus d'1 milliard de dollars en Bitcoin, notamment grâce à des investissements stratégiques au fil des années. Alors oui, c'est vrai que Bitcoin reste jeune et soumis à des périodes de volatilité, mais cette volatilité, elle est aussi le signe d'un marché en maturation. Regardons simplement où était Bitcoin il y a 10 ans et où il est aujourd'hui. Alors, si on vous dit « mais Bitcoin, c'est une bulle, non ?» Il faut répondre simplement « c'est vrai, Bitcoin connaît des phases de correction, mais c'est le cycle normal pour une technologie émergente. » Avant de continuer, laissez-moi vous parler d'une opportunité qui tombe à pic, surtout à l'approche des fêtes. Et bien en fait, l'entreprise Filmining, qu'on remercie de sponsoriser cette vidéo, qui est pionnière dans le secteur du minage de Bitcoin depuis 2018, vient de dévoiler sa toute nouvelle offre. Il s'agit d'une offre nouvelle d'hébergement au Mexique qui pourrait bien vous intéresser. Alors, pourquoi le Mexique? Parce qu'il vous propose un prix de l'électricité imbattable. On parle de 4 centimes par kilowattheure avec un mix énergétique mêlant éolien, hydroélectrique et gaz naturel. Avec Filmining, vous avez un accès à un tableau de bord complet pour suivre la production de votre machine et un rapport de rentabilité mensuel. Et pour profiter de cette offre, c'est ultra simple, et Filmining gère tout pour vous dès que vous validez l'achat de votre machine. Pas de tracas, juste du minage, clé en main. Si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure du minage ou si vous êtes simplement curieux d'en savoir plus, je vous mets juste en dessous un lien pour explorer leur offre. Donc on remercie Filmining de sponsoriser cette vidéo et on enchaîne tout de suite avec le prochain poncif. Bitcoin, c'est l'outil préféré des criminels. Et comme souvent, ce n'est pas entièrement faux, mais ce n'est pas totalement vrai non plus. Il est important de ne pas nier que Bitcoin est parfois utilisé pour des activités criminelles. Oui, c'est vrai. Mais est-ce réellement l'outil idéal pour ça? Pas du tout. Pourquoi? Parce que Bitcoin est tout sauf anonyme. Chaque transaction est enregistrée de façon permanente sur la blockchain, donc ce fameux registre public accessible à tous. Cela signifie qu'un criminel utilisant Bitcoin pour des malversations, en fait, il va s'exposer à un risque important, celui d'être traqué. Là où l'argent liquide, par exemple, reste totalement intraçable, Bitcoin, lui, va laisser des empreintes numériques qui ne disparaissent jamais. Un exemple emblématique de cette traçabilité, c'est le hack de Bitfinex qui est survenu en 2016. La plateforme avait été piratée, entraînant le vol de 120 000 bitcoins. Les pirates ont tenté de blanchir les fonds en utilisant des techniques comme par exemple des faux comptes et des achats de biens physiques. Mais en février 2022, les autorités ont remonté la piste des fonds volés grâce à la blockchain et c'est près de 80% des bitcoins qui ont pu être récupérés. Alors en réalité, les transactions illicites représentent une infime partie des usages des crypto-monnaies. Et selon une analyse de Chainalysis, c'est seuls 0,24% des transactions en Bitcoin en 2022 qui étaient liées à des activités criminelles. À titre de comparaison, l'argent liquide reste de loin et de très loin le moyen préféré des criminels. D'après l'ONU, chaque année, c'est entre 2 et 5% du PIB mondial qui est en fait blanchi via les monnaies fiduciaires, notamment le dollar. Mais alors, pourquoi cette différence? En fait, tout simplement parce que l'argent liquide est totalement anonyme et ne laisse aucune trace. Alors, pourquoi accuse-t-on systématiquement Bitcoin? C'est avant tout une question de perception. L'argent liquide est intégré dans nos habitudes depuis très longtemps, même lorsqu'il est utilisé à des fins criminelles. Personne ne s'étonne qu'un trafiquant utilise des billets de banque. C'est normal, on est habitué. Mais Bitcoin est une technologie nouvelle
qui est souvent mal comprise. Et quand une innovation sort des cadres établis, elle devient facilement la cible de préjugés. Il faut aussi dire que les scandales médiatisés, comme l'affaire Silk Road, ont renforcé cette image négative. FTX aussi, par exemple. Et ces récits sensationnalistes marquent aussi durablement les esprits, même s'ils ne représentent qu'une infime minorité des usages. Alors, si quelqu'un vous sort à Noël, le Bitcoin, c'est l'outil des criminels, non? Voici comment répondre. C'est vrai, Bitcoin est parfois utilisé à des fins illégales, mais c'est très très loin d'être sa fonction principale. Et contrairement à l'argent liquide, Bitcoin est traçable et transparent. C'est même d'ailleurs pour ça que les criminels préfèrent largement utiliser du cash, et notamment le dollar américain. Mais ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Mais Bitcoin, ça ne repose sur rien, non? Ce n'est même pas tangible comme de l'or ou des billets. Et bien, pour répondre à cette question, il faut d'abord revenir à la base. Qu'est-ce qui donne de la valeur à une monnaie? Asseyez-vous bien, parce que la monnaie que nous utilisons tous les jours, l'euro ou le dollar, n'a pas de valeur intrinsèque. Un billet de banque n'est qu'un morceau de papier avec une promesse d'une banque centrale. Sa valeur, elle repose sur une convention sociale, c'est la confiance que nous avons et que nous donnons dans les institutions qui l'émettent. Mais si cette confiance venait à disparaître, comme par exemple lors des crises économiques ou d'hyperinflation, et ben la monnaie, elle perdrait instantanément sa valeur. Et ben l'histoire, elle regorge d'exemples. Du mark allemand en 1923 au dollar du Zimbabwe dans les années 2000, ou encore plus récemment, on a pu le voir en Argentine, au Venezuela. De plus, un grand pourcentage des transactions monétaires mondiales sont aujourd'hui en fait numériques. Et oui, lorsque vous effectuez un paiement par carte bancaire ou un virement d'ailleurs, vous ne manipulez pas de billets ou de pièces. En fait, vous modifiez simplement des chiffres dans une base de données qui est détenue par une banque. C'est tout. Et contrairement à la monnaie fiat, Bitcoin va reposer sur des fondamentaux tangibles et aussi mesurables. D'ailleurs, l'or est aussi souvent vu comme une valeur refuge, et pas parce que l'or est particulièrement utile au quotidien, personne n'achète sa baguette de pain avec des pépites d'or. L'or est précieux parce qu'il est rare, coûteux et difficile à extraire et largement accepté comme ayant de la valeur. Et bien en fait, Bitcoin va partager ces mêmes qualités. Il est rare, sécurisé par un réseau mondial de mineurs et accepté par une communauté mondiale qui est grandissante. En fait, Bitcoin va même plus loin que ça. Contrairement à l'or, il est facilement transférable à travers le monde en quelques minutes et sans aucun coût logistique. Puis aussi, disons-le, la plupart des gens utilisent déjà principalement de la monnaie numérique. Et pourtant, ils n'y réfléchissent pas forcément. Enfin, moi, quand je paye avec ma carte, j'y pense pas. Et si demain, tout le monde décidait de retirer l'argent qu'il détient aux banques, et bien en fait, la plupart des institutions bancaires ne pourraient pas honorer ces demandes. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas assez de liquidité physique pour couvrir tous les dépôts. Alors, si quelqu'un vous dit que Bitcoin, ça ne vaut rien parce que ce n'est pas tangible, et ben voici ce qu'il faut répondre. C'est justement parce que Bitcoin ne repose sur rien d'autre que ses fondamentaux qu'il a autant de valeur. Et ça vaut tout l'or du monde. Et si les gouvernements décidaient d'interdire Bitcoin, ne disparaîtrait-il pas du jour au lendemain? Alors oui, c'est une question qui est légitime, mais la réalité aujourd'hui, en fait, elle est bien différente. Bitcoin est aujourd'hui plus résilient que jamais face à cette hypothèse. Pourquoi? Eh bien, l'un des risques souvent évoqués pour Bitcoin est celui de la régulation. Que se passerait-il si un gouvernement décidait d'interdire Bitcoin? D'abord, il est important de rappeler que Bitcoin a été conçu pour être résilient face à ce type de menace. Et aujourd'hui, même si un gouvernement venait à interdire Bitcoin, cela ne ferait qu'encourager l'utilisation de solutions décentralisées. Par exemple, les utilisateurs pourraient tout simplement continuer à échanger des Bitcoins directement entre eux, sans passer par des plateformes centralisées. Surtout, Bitcoin est devenu aujourd'hui trop grand pour disparaître. Depuis sa création, Bitcoin a gagné en adoption et en reconnaissance. Et il est aujourd'hui soutenu par des acteurs puissants dans les secteurs publics, mais aussi privés. L'ETF Bitcoin de BlackRock en est un bel exemple, devenant le plus performant de Wall Street depuis 4 ans. Bitcoin bénéficie aussi d'un soutien croissant aux États-Unis, et notamment sous la future présidence de Donald Trump, un poste 100% dédié aux crypto-monnaies devrait être ouvert à la Maison-Blanche. Il est donc plus probable que les régulateurs cherchent plutôt à encadrer Bitcoin que de tout simplement tenter de le supprimer. Pour info, c'est plus de 2 milliards de personnes à travers le monde qui ont entendu parler de Bitcoin, 100 millions qui en possèdent, et c'est plus de 500 millions de personnes à travers le monde qui, eux, détiennent des cryptos. En tout cas, si quelqu'un vous dit « les gouvernements vont interdire Bitcoin, c'est sûr », et ben vous pouvez tout simplement et calmement répondre « Bitcoin a atteint un point où il est devenu trop influent pour disparaître, et plutôt que de l'interdire, les gouvernements travailleront à l'encadrer. Bitcoin est là pour durer. Et même si jamais, demain, tous les gouvernements devaient interdire Bitcoin, et ben celui-ci continuerait de tourner. Il perdra en valeur, certes, mais je vous le rappelle, rien ni personne ne peut arrêter Bitcoin. Alors, pour conclure cette vidéo, je voudrais vous rappeler une chose essentielle. Bitcoin, comme toute révolution, suscite des interrogations.
des critiques et parfois même des incompréhensions. Et c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup des arguments qu'on entend contre Bitcoin, ils manquent souvent de nuances et de contexte. Alors oui, Bitcoin n'est pas parfait, loin de là. Et notre but, ce n'est pas de convertir tout le monde. C'est simplement d'apporter des réponses claires, basées sur des faits, et de permettre à chacun de se faire sa propre opinion. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc on a pu vous proposer plusieurs idées un peu préconçues sur Bitcoin au cours de cette vidéo. Si jamais vous avez d'autres idées ou vous avez été face à d'autres questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Je veux en savoir plus et on vous aidera bien sûr avec ces réponses-là. Passez de bonnes fêtes avec vos proches et votre famille. C'était Benjamin pour le Crypto Daily et moi je vous dis à très vite.